Deuxième épisode, deuxième chapitre de notre saison 2 sur l'action humaine. Aujourd'hui, la dernière fois, on a parlé des principales disciplines qui s'intéressaient à l'action humaine. Aujourd'hui, on va faire un point sur la philosophie, la psychologie, la question de la psychologie philosophique, la question de ce qu'apporte la démarche philosophique classique, c'est-à-dire l'introspection, la méditation, la réflexion a priori sur la question de l'action humaine. Et par, par contraste avec ça, quelles sont les limites de l'approche scientifique classique, c'est-à-dire l'approche scientifique imitée de la physique, appliquée à la psychologie, notamment la psychologie de laboratoire, tout ça. Alors, le point de départ de notre discussion, c'est l'épisode précédent où on avait fini en disant qu'en gros, idéalement, quoi, dans un modèle simplifié, il y a trois façons d'approcher l'action humaine qui sont en fait trois couches de complexité, quoi, et qui correspondent plus ou moins à trois groupes de disciplines, même si c'est pas forcément tout ce qu'elles font, mais c'est le cœur de ce qu'elles font. Cette tripartition, c'est que il y a l'approche la plus simple de l'action humaine, c'est de la voir comme une action purement et globalement rationnelle. Et c'est ce que font les économistes purs et durs, quoi, les microéconomistes, économie néoclassique. C'est l'approche la plus simple, et c'est en fait celle qui a le plus de succès, il faut le dire. Et donc c'est ce qu'on appelle la supériorité des économistes, d'un papier de Mario Fourcade, Étienne Ollion, etc. C'est-à-dire que les économistes portent beaucoup de métriques, dominent les sciences humaines, avec cette approche qui est très simple, voire simpliste, on peut lui reprocher, mais qui est en gros un paradigme qui est une fiction et qu'on applique à l'ensemble de l'action humaine. Et le nom le plus important à connaître dans cette démarche-là, c'est Gary Becker, qui a poussé les limites en fait de ce paradigme en l'appliquant à des actions qui étaient traditionnellement réservées aux autres approches. Le suicide, l'addiction, le crime. Ça va jusque-là? Ouais, donc en fait l'économie, son objet, c'est la rationalité de l'homme en faisant totalement abstraction du temps et de l'espace, ou en faisant plutôt comme s'il était illimité. Et donc ça lui permet de créer des espèces de critères universaux de la rationalité. Et, et sa méthode, ou plutôt ses critères de scientificité qui sont internes à la discipline, c'est le plus de simplicité avec un modèle qui prédit le plus, qui est plus ou moins, et avec aussi tout un modèle hypothético-déductif, et donc c'est la discipline en gros qui s'est intéressée à l'action humaine, qui ressemble le plus à la physique. Et comme c'est en physique qu'on connaît les meilleurs standards pour... méthodologiques, statistiques, etc. Voilà, c'est ceux qui ont les meilleurs standards aussi. Épistémologiques, et ben déjà ça explique aussi pour une grande partie tout ce truc de la supériorité des économistes. Avec donc les standards qui sont les plus avancés. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans de décalage sur les standards. Par exemple, sur les études de régression, sur plein de choses. Il y a plein de choses, par exemple, les variables instrumentales. Il y a plein de standards, de gros progrès qui ont été faits sur les analyses causales, qu'on a trouvé 25 ans avant en économie, avant de les trouver partout ailleurs dans les sciences humaines. Dernier truc important à dire sur ça, c'est que si en fait la ligne directrice de notre réflexion, c'est que toute couche de complexité supplémentaire ne peut être ajoutée que parce qu'il faut qu'elle apporte un pouvoir de prédiction supplémentaire, d'accord? Et bien, à ce moment-là, ça paraît essentiel, le rôle de l'économie, il paraît essentiel comme étant en fait le socle, c'est toute étude devrait commencer par dire voilà ce que peut dire le modèle de l'homme rationnel, et voilà quelles sont ses limites, et c'est pour ça qu'on voudrait rajouter une variable en plus. En fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que parce que c'est le modèle le plus simple à expliquer, et le plus simple à concevoir, j'ai l'impression que tout le reste ne se justifie que dans la mesure où, par exemple, des cas de suicide ne peuvent pas s'expliquer par le modèle de Gary Becker. Par exemple, le suicide qui est abandonné au bout d'une heure. D'accord, la tentative de suicide qui est abandonnée au bout d'une heure ne peut pas s'expliquer par le modèle de Gary Becker. Et donc à ce moment-là, ça demande
complexité supplémentaire, Ouais, et c'est plus pour ça de variables, plus de... Ouais, et c'est pour ça que des gens comme John Elster, qui ont été les critiques de Gary Becker et qui a été professeur au Collège de France, etc., ce sont des gens qui sont importants parce qu'en fait, il fait la liste de toutes les limites qu'il voit. Et il me semble que c'est que ces limites-là qui peuvent permettre de servir de point de départ sur davantage de complexité. Ok. Ouais, ça va Ouais. jusque-là? Ouais, ça Bon. va. Après, ça... Il y a toute une dimension aussi de tout se passe comme si les gens n'avaient pas conscience du fait que le modèle, le meilleur qui soit, ça reste le plus de simplicité avec le plus de puissance prédictive. Et en psychologie, je suis absolument sûr qu'ils n'ont pas du tout conscience de ça. Non. Et que leur but, c'est vraiment le plus de complexité possible, mais pour tout expliquer. Et donc, eux, ils se posent pas la question de est-ce qu'on rajoute une couche de complexité. Ils veulent vraiment le plus de complexité. Oui, mais c'est sûr que qu'ils le sachent ou non, en Ouais. fait, c'est sûr que dans un débat en fait qu'ils vont avoir, tu vois, ils pourront jamais justifier ils pourront jamais justifier d'ajouter une couche de complexité supplémentaire si ça n'ajoute pas de prédiction supplémentaire. Ouais, Voilà. ça, c'est sûr, c'est Ouais, sûr. mais genre ce que Non, fait tout le monde, tu vois, parce que tout signe qui n'a pas d'usage n'a pas de signification, Ouais. n'est-ce pas? Mm, mm. Donc, et ça tout le monde est contraint par la règle Ouais, d'Occam. En gros. au moins, Tout le ouais. monde est contraint Ouais. par ça. Parce que même si tu veux pas dire que tu l'acceptes dans ton article, tu vas être obligé de l'accepter dans le débat. Ouais. Tu vois. Donc ça c'est donc j'ai l'impression que tout le monde est guidé par le même truc, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de démarches qui se placent des œillères. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas en fait se permettre de faire l'effort à chaque fois. En fait, c'est un gros effort, je pense, à chaque fois. Et donc la deuxième couche, ensuite, là ça pourrait être plein de choses. J'ai l'impression que de facto, la deuxième grande couche de complexité des sciences humaines, c'est la localité de l'information, ce dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire ce que font les sociologues, les anthropologues et l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des lieux dans lesquels il est rationnel d'agir comme ça. Et ça serait pas rationnel d'agir pareil dans le 16e et dans le 5e, où j'en sais trop rien, dans tel quartier, dans tel truc, dans telle culture. Voilà, donc il y a une deuxième couche qui est en fait pas si compliquée que ça non plus, et qui justifie le terrain, les archives, qui justifie toutes ces données-là en plus. Et à ce moment-là, ça fait rentrer en fait la notion d'information diffusée dans un lieu. Et le meilleur exemple de ça, je trouve récent, c'est Michel Lamont sur la morale, qu'elle voit comme étant quelque chose de rationnel par rapport aux stratégies en fait disponibles, aux ressources disponibles dans tel et tel groupe social, chez les prolétaires noirs américains. Ça fait sens d'avoir telle et telle règle morale en fonction des ressources dont ils disposent. Mais elle va pas distinguer deux noirs prolétaires américains. Disons qu'il y en a un qui peut être psychotique et un qui va. Et c'est ça la couche. C'est ça la couche d'après en gros. Et la couche d'après, c'est là où on arrive dans l'infiniment complexe en fait. Et là, c'est la rationalité individuelle. Voilà, c'est ça. Et là, c'est la psycho, la psychiatrie, et aussi la psychanalyse et tous ces trucs-là. Et ça, c'est la couche en gros finale. Et celle-là, elle est sans fin parce que. Parce que là, il n'y a plus la question de la simplicité qui se pose. Elle ne peut plus exister à raison même de l'objet, qui est genre décrire chaque cas individuel. Donc là, on ne peut pas faire de gros traits en utilisant genre soit un critère de localité, soit un critère qui est une cause sociale quelconque, à savoir être afro-américain ou quoi. Parce qu'on pourra distinguer entre deux afro-américains. Et donc là, il n'y a que de la complexité. Il n'y a que de la nuance. Parce qu'on veut, voilà, on veut tout expliquer. Et expliquer un objet aussi complexe et infiniment nuancé qui est genre tous les hommes et toutes leurs singularités qu'ils ont, et ben c'est impossible si on n'a pas le plus de complexité possible, à savoir c'est infaisable. C'est juste pas de sens d'ailleurs. Et c'est ça du coup qui crée le malaise, je pense, vis-à-vis de cette dernière branche entre guillemets. Et par exemple, alors ça peut être le malaise, il peut être sur plein de trucs, mais déjà par exemple il y a une défiance de beaucoup je pense qu'on peut avoir il y a une défiance vis-à-vis de ces études de psychologie sociale, psychologie cognitive, qui ont l'air de tirer des très fortes conclusions de pas grand-chose, de petits signaux. Par exemple, on fait une expérience où on demande à un groupe de se comporter vis-à-vis de l'autre de certaine manière, et après on voit comment le deuxième groupe punit l'autre en rajoutant plus ou moins de piment dans son assiette, et de là on en tire des conclusions très très fortes sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain, etc. Et souvent ça, c'est un peu malaisant, ça nous met un truc, on dit vous êtes sûr que vous pouvez dire autant de choses avec si peu de moyens. Il y a ce grand truc dont on nous parle tous les ans, les étudiants en première année de psycho qui sont déçus parce que c'est pas ce qu'ils attendaient, ils attendaient des grandes réponses sur eux-mêmes, qui seront des réponses peut-être qu'ils
dont on imagine peut-être qu'on pourrait davantage les trouver en philosophie, dans la philosophie ancienne, ou etc., dans la morale, et donc sont déçus de ce qu'on leur apporte trop peu, peut-être. Et j'ai l'impression que tout ce malaise, là, on pourrait le résumer à cet abandon du critère de simplicité. Et l'abandon du critère de simplicité, il est très simple, en fait, à comprendre. C'est que la psycho, dans le modèle qu'on a pris, ne se justifie que si la couche d'avant n'est pas suffisante. C'est ce qu'on avait dit avant. C'est-à-dire que tu es censé connaître l'économie pour pouvoir être sociologue, en gros, et tu es censé connaître l'économie et la socio pour pouvoir être psychologue. En gros, c'est ça qu'on dirait dans notre modèle. C'est que si la sociologie n'arrive pas à t'expliquer, en fait, l'information localement distribuée n'arrive pas à t'expliquer les comportements humains, que tu dis, ok, bah alors c'est que les gens sont irrationnels, en fait. Parce que c'est que si tu connais le défaut des modèles plus simples, Voilà. tu peux rajouter de la complexité. Exactement. Et donc, il ne peut pas y avoir de psychologues dans ce modèle-là qui peuvent apporter vraiment quelque chose que tu puisses évaluer avec la même écologie de l'esprit que tout le reste. Il peut y avoir des choses vraies, il peut y avoir des choses stimulantes, il peut y avoir plein de choses, et il y a plein de choses de psychologie qu'on trouve intéressantes, mais on va forcément manquer d'un critère, d'une belle épistémologie structurée, rigoureuse, pour pouvoir évaluer ce qu'il y a sur cette troisième couche. Et j'ai l'impression que ça explique bien le malaise qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la psychologie. Non ? Ça va être très dur de justifier qu'il y a un problème, déjà. Si on dit que tout ça, c'est le paradigme, en fait, des sciences humaines. Le paradigme des sciences humaines, c'est que l'homme est rationnel. D'accord ? C'est le paradigme des sciences humaines, c'est que l'homme est rationnel. Et donc, ça pose problème. Dès que l'homme n'est pas rationnel, il y a un problème. En gros. Et donc, on va le résoudre comme ça. Peut-être qu'il n'est pas rationnel à cause de l'information. Ok, donc première couche, machin. Et ok, peut-être qu'il n'est pas rationnel, parce qu'en fait, il n'est pas capable de traiter rationnellement l'information dans le temps qu'il a. Ok, mais toutes les problématiques de cette troisième couche ne se justifient que si tu es bien certain que c'est ça qui se passe, en gros. Ça fait penser à ce que Todd il considérait être le but de la sociologie, quand dans son papier pour la sociologie, il disait que la sociologie, c'est en fait juste une... Il le dit pas dans ces termes, mais en gros, on pourrait résumer ça comme ça, que c'est une science du masochisme. Parce que tout ce qui paraît masochiste paraît irrationnel. Parce qu'on ne peut pas vouloir se faire du mal, à moins de considérer que le moi il est clivé en deux moi à l'intérieur de son esprit, et que c'est l'inconscient qui fait du mal au conscient. Et donc c'est ça, en effet, le paradigme des sciences humaines, c'est d'expliquer et faire cette science du masochisme, parce qu'on ne comprend pas. Todd va dire c'est pour ça que Durkheim commence par le suicide. Voilà. Et pourquoi les riches se suicident davantage. Ça fait pas de sens dans le modèle de l'homo economicus, dans le paradigme de l'homme rationnel, ça fait pas de sens. Il faut qu'il y ait une information en plus là. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet article. Il est vachement bien. Il est vraiment bien. Qui s'appelle Pour la sociologie, qui est publié dans les carnets de recherche de structure et théorie sur Peirce. Et donc le malaise récent aussi, c'est toutes ces études de reproductibilité qui... En fait, on va pouvoir bien expliquer avec notre modèle et notre définition en fait, des objets pour les différentes disciplines. C'est que les études de reproductibilité, a priori, toi, tu m'as dit que ce que tu as vu, en fait, c'est que les économistes ont le plus grand taux de reproductibilité quand on fait des études de reproductibilité. Les psychologues sont ceux qui en ont le moins. Et pour toutes les sciences humaines, on ne sait pas exactement. Mais a priori, c'est intermédiaire. On sait pas, et peut-être que... Non, oui, il y a aussi un truc, c'est que c'est difficile de savoir, parce qu'il y a trop de traditions au milieu. Et justement, ça aussi, ça s'explique par notre modèle, parce que notre modèle, ce qu'il prédit, c'est qu'au milieu, on a les seuls qui vont vouloir faire une double maximisation, qui vont vouloir maximiser à la fois la simplicité et la nuance. Et donc, en sociologie, anthropologie, histoire, on se retrouve avec toutes ces fractales, que décrit Andrew Abbott dans Chaos of Disciplines, tous ces fractales de sociologie historique, histoire sociale... Et il y a même des traditions qui sont que sur la complexité, et d'autres qui sont que sur la simplicité. Et du coup, la reproductibilité est un terme qu'on connaît même pas en fait dans ce domaine, parce que ça n'a pas de sens. Ou alors ce serait la reproductibilité de chaque école. Et donc le problème qui se pose chez eux, c'est plutôt le problème que soulevait Yves Gingras dans son allocution inaugurale à la FS en 2015, c'est qu'il y a un problème de cumulativité en sociologie, et lui pense que c'est un faux problème, mais moi je pense que c'est un vrai problème. Mais Abbott aussi fait une leçon inaugurale. Et Abbott sur la cumulativité des sciences. D'accord, ok, très bien. C'est vachement bien. Très bien. Mais c'est vrai que ça c'est la question. Moi j'ai l'impression que le problème de la cumulativité est endémique à ceux qui veulent faire une double maximisation. Et les sociologues, comme dit Kieran Healy, des fois on va leur dire fuck nuance, mais Kieran Healy dit mais parfois il y a de la nuance. Et donc là on est vraiment coincé. Alors que les psychologues vont dire on va défaire toutes les nuances
Les économistes vont dire c'est pas nuancé. Voilà. Ouais, Et ouais. juste on veut la meilleure méthode possible. Mm, Voilà, mm, on veut juste affiner la méthode et puis si ça marche pas, ça marche pas. mm, mm, Si ça marche pas, c'est pas rationnel. Bon, bah très bien. Gary Becker va dire tant qu'on n'a pas fait trop, on sait pas combien est assez. C'est que l'homme est pas complètement rationnel, mais tant qu'on n'a pas testé jusqu'où ça va, on sait pas combien c'est. Ouais. Et Et du coup, tout ce truc des études de reproductibilité, là, on peut l'expliquer simplement. Mm. C'est que si l'économie, en fait, en prenant son objet, elle va coder genre les deux variables temps infini et espace infini, ça lui permet a priori de, sans problème, se livrer à des expériences ou des modèles qui sont reproductibles, parce que moins la théorie elle est fine et moins elle englobe une complexité et des singularités différentes, plus elle est reproductible. moins il y a de ça chance semble normal. d'erreur, déjà. Ouais. Moins il y a de chance d'erreur, tout Ouais, à fait. et plus Ouais. c'est normal qu'elle soit reproductible. Alors que la psychologie, si elle veut englober tous les cas individuels et complexes qu'elle fait, et ben si elle prend une trentaine de personnes et qu'elle se livre à des expériences dessus, c'est sûr que si on en prend 30 autres, ce sera pas reproductible. Mm. Si le but du modèle c'est de saisir la complexité de ces gens-là, et ben les autres c'est pas reproductible sur eux, c'est Ouais. sûr. Ah, Et donc le modèle, les objets, en fait, Ouais. du coup ce que ça veut dire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, à savoir que le problème de la reproductibilité, c'est un problème de rigueur de la méthode Mm. et de rigueur en fait des protocoles expérimentaux qui sont mis en place. Et ce qui voudrait dire en gros que l'économie met en place des protocoles qui sont beaucoup plus carrés Mm. que ceux des psychologues. Et en fait c'est faux parce que de temps en temps il y a des expériences qui se ressemblent en tout point. Et les méthodes et les standards qui sont appliqués sont les mêmes sur certains objets et certaines expériences en fait. A priori, elle expliquerait pas du tout pourquoi il y aurait des différences de reproductibilité. Mais en vrai, le problème de la reproductibilité, c'est un problème qui est un problème d'inhérence à l'objet et pas un problème de méthode. Mm. Et donc ça explique vachement bien en fait pourquoi est-ce que les études de reproductibilité disent ça de la psycho. C'est juste que Ouais. l'objet de la psycho n'est pas un objet reproductible si elle prend cet objet-là. Et du coup, nous c'est pour ça qu'on s'intéresse vachement à la psychologie philosophique, parce que son approche est sensiblement différente de celle de la psychologie expérimentale ou psychologie de laboratoire, je crois que c'est Ouais. comme ça qu'on a l'habitude de la désigner. Et on peut expliquer là un Donc peu... depuis Schopenhauer, Ouais. en gros, Vas-y. Schopenhauer a essayé de formaliser. C'était l'époque où c'est le premier genre grand philosophe, alors qui est contemporain de sciences humaines, quoi. Et essayer de formaliser que la psychologie peut être une partie de la philosophie, en gros. Et ensuite, tout au début du XXe siècle, quand la psychologie devient une science autonome, quoi, on a régulièrement des attaques qui sont du même genre que celles qu'on fait nous, vis-à-vis de la psychologie de laboratoire, en disant c'est pas assez philosophique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire c'est pas assez théorisé, c'est pas assez critique. Ça veut pas dire autre chose que ça, en gros, j'ai l'impression. Mais il y a plusieurs choses quand même. Mais... Et tout Oui, le- une tout le- version moderne de ça, c'est Ouais. l'article dont on avait parlé dans l'épisode 3 de Métadiscussion, de pourquoi la plupart des résultats publiés sont faux. Ouais, ouais, Qui, en gros, c'est principalement parce que les inductions sont prises pour des déductions. Ouais. Enfin, c'est principalement pour ça, en fait. C'est Ouais. parce que les inductions sont prises pour des confirmations d'hypothèses déduites d'une théorie que la plupart des résultats publiés sont faux. Ouais, Et en fait, par exemple, quand tu as travaillé sur l'attirance, ouais. ce qu'on fait sur l'attirance, c'est qu'en fait, on fait de l'induction. C'est-à-dire qu'en gros, on met des gens dans une situation, on regarde par quels critères les gens sont attirés les uns par les autres, et ensuite de ça, on en induit une théorie sur pourquoi les gens sont attirés par d'autres. On a en fait un micro-signal, on a un signal que les gens prétendent qu'ils voudraient travailler avec des gens qui partagent leur opinion, hein. Et de ça, on induit beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont spéculées, en fait. Très amplifiant. C'est quoi. très, voilà, c'est très Ouais. amplifiant. Voilà. C'est ça le fameux truc du micro-signal. Alors que dans l'autre sens, donc maintenant si on prend dans l'autre sens, donc en dehors du laboratoire en fait, Ouais. il y a un truc, c'est que l'action humaine, donc la particularité de l'action humaine, autre particularité, c'est qu'à la différence des autres objets des sciences de la nature, l'action humaine c'est quelque chose qu'on voit tous, parce qu'on est tous observateurs de la nôtre et observateurs d'actions d'autres personnes, alors que la plupart d'entre nous ne savent rien sur les planètes. D'accord. Mais ça, et donc on est tous des amateurs, en gros, en quelque sorte des psychologues amateurs, c'est-à-dire que tout le monde a une théorie sur l'action humaine. C'est pas possible de pas en avoir. Alors que tout le monde n'a pas de théorie sur le mouvement des planètes. Voilà. Et ça fait qu'il y a une deuxième sorte de données, c'est que tout le monde a un certain nombre de données sous les yeux, qui sont les données de ses propres actions, les données des actions des autres qu'il a vues. Et c'est forcé que ça peut pas ne pas avoir d'incidence
sur le développement d'une science humaine par rapport au développement de la chimie ou non, je sais trop rien. C'est pas possible. Parce qu'en fait, toutes les fois où on va prétendre, à partir d'un microsignal, induire quelque chose de très très fort, en fait, en fait, les êtres humains sont comme ça. Voilà. Toutes les fois où ça va aller à l'encontre de mes intuitions, je vais me poser la question de savoir si c'est mon échantillon qui est particulièrement mauvais ou biaisé, etc., ou si c'est simplement que en fait, moi j'ai beaucoup plus de données différentes que cette petite expérience. Et donc, comment est-ce que je peux... comment est-ce que je fais pour mettre en relation le fait que moi j'ai un panel de données très très variées sur l'action humaine, avec des données très très précises là, et comment je peux gérer la contradiction entre les deux. Il y a une question là, je sais pas si j'arrive à le formuler clairement, mais il y a un gros problème là en gros. Il y a un gros problème, et je pense que ça peut être un truc qui frustre les étudiants en psycho. Tu vois, parce que les étudiants en psycho, ils ont forcément des théories, mais qui sont fondées sur des données beaucoup plus variées que ça. Donc en gros, le truc que tu dis là, c'est que toute personne qui s'intéresse à l'action humaine a déjà les données de son expérience. Voilà. Et les données de son expérience, a priori, et si elle a vécu ne serait-ce que 10 ans, elles peuvent que être infiniment plus vastes, à moins qu'elle ait été camisolée dans une cave et qu'elle ait vécu les 10 premières années de sa vie dans une cave. Les données de son expérience sont infiniment plus vastes, variées et représentatives. Après, la représentativité de l'échantillon, pas sûr, ça dépend de... Et c'est peut-être ça la frustration du coup dont tu parles en parlant des étudiants, c'est qu'à chaque fois qu'ils voient une expérience de psycho, les données de leur expérience les contredisent. Parfois oui, parfois non. Il y a des résultats de psycho qui sont très intéressants. Hein. Par exemple, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est tous les résultats sur la dissonance cognitive, c'est-à-dire le fait que les gens n'arrivent pas à avoir deux pensées clairement contradictoires et qui doivent les accorder l'une et l'autre. Et donc, si on te paye pas pour faire une tâche ennuyeuse, tu vas la trouver moins ennuyeuse parce que sinon ça fait de toi un imbécile d'avoir fait cette tâche sans être payé. Et ça, c'est un résultat qu'on peut reproduire sur avec plein de signaux différents. Il n'y a pas juste un signal, il y en a plein. Autre théorie, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais autre donnée entre guillemets de la psycho, c'est tout ce qui est autour de l'auto-perception, l'idée qu'on se perçoit comme on percevrait quelqu'un d'extérieur, et que donc si on triche, si on te fait écouter ton battement de cœur, d'accord, et qu'on triche, en fait c'est pas ton vrai battement de cœur, on te fait croire que c'est le tien, et qu'on te montre des images, tu vas à la fin avoir été plus marqué par les images où on t'a faussement fait croire qu'elle t'avait fait battre le cœur plus vite, tu vois. Et ça peut se reproduire de plein de façons différentes aussi, tu vois. Ça peut se reproduire de plein de façons différentes, et ça montre que les gens n'ont pas vraiment accès aux raisons de leurs sensations, et ils n'ont pas plus accès qu'un observateur extérieur qui te voit sourire quand tu manges un croissant, et qui du coup se dit ah bah alors c'est qu'il aime les croissants, voilà. Et ça c'est des exemples de trucs, et tout de suite quand tu les reçois ça te parle tout de suite, tu vois, tout de suite tu comprends bien comment tu pourrais accorder les données de ton quotidien avec ça. Mais en revanche, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs comme ça qui sont complètement dont tu sais pas quoi faire, quoi. Donc tu sais pas quoi faire parce que tu vois bien que ça pourrait être ceci comme ça pourrait être l'inverse. Peut-être que la psychologie de laboratoire, c'est dans un sens. Tu vois, la tâche qu'on disait tout à l'heure, la tâche de décrire toute la complexité humaine, c'est la tâche la plus ambitieuse qui soit, et les moyens qu'elle se donne sont simplement pas à la ne paraissent pas à la hauteur. Ouais. Non, ça paraît pas à la hauteur d'une aussi... Et donc c'est pour ça que la psychologie, le descendant de la psychologie philosophique, c'est la psychanalyse, en gros, qui se donne comme moyen en fait d'essayer de mobiliser tout ce qui est possible. Donc à la fois les expériences, mais aussi la littérature, l'introspection, le suivi très long de personnes. Mais en faisant ça, elle renie toute possibilité de méthode scientifique. Ouais. Et c'est ça ensuite qu'on va reprocher à la psychanalyse. C'est de dire qu'il n'y a pas de méthode. Ouais. Parce que en acceptant toute forme de données, en gros, à ce moment-là, il n'y a plus aucun... Ouais. Après, ce qui est bien avec la psychanalyse, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'hypothèses qui sont formulées a priori à partir de l'induction de Freud, par exemple, sur son propre cas, et qui permettent de faire comme des théorèmes qui s'appliqueraient malgré tout à tout l'ensemble. Ça fournit beaucoup de théories qu'ensuite on devrait pouvoir tester. Donc genre le refoulement, l'hypothèse de la rationalisation, c'est quand même a priori des théorèmes de la psyché humaine. Qui les mécanismes de défense dont beaucoup peuvent être testés après. Ouais, voilà. Ouais.
Tout et à ça, fait. de ce côté-là, c'est plus... Dans la construction théorique. Déjà, Quoi. dans la méthode, c'est plus rigoureux, ne Ouais. serait-ce que de ce point de vue-là. Ouais. Et ouais, donc juste un point bon voilà, maintenant qu'on a parlé des problèmes de la psycho de laboratoire et du malaise à la fois pour le problème de l'objet et des expériences de reproductibilité, et en même temps des standards qu'elle applique, et en même temps des micro-signaux dont elle sert, bref, de toute cette méthode-là qui gêne un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est genre moi je sais pas comment appeler ça, je dis la psychologie archétypale ou un truc comme ça, je sais pas si c'est un meilleur mot, mais psychologie philosophique, peut-être que ça englobe mieux tout ça. Et le premier en fait je sais pas si c'est le premier en fait, mais moi c'est celui que je connais en gros. C'est Jung du coup, Ouais. qui considère que en fait c'est pas, il y a pas tellement de cas, en fait c'est juste un peu plus théorique déjà, il y a une couche de moins de complexité que la psychologie expérimentale qui part du postulat que tous les êtres humains sont des cas singuliers. C'est en fait il y a des archétypes. C'est-à-dire qu'on peut observer quand même des récurrences comportementales et des personnalités qui se ressemblent. Et au final, peut-être qu'il n'y a pas genre, si on est 6 milliards, il n'y a pas 6 milliards d'individus différents. Peut-être qu'en fait, il y a genre une vingtaine de cas. On doit bien pouvoir réduire les dimensions à un On doit certain quand nombre même de choses. pouvoir faire une réduction pour en arriver à 20 cas vachement différents, mais pas à 6 milliards de cas, quoi. Et ça semble vachement plus déjà intéressant, ne serait-ce que du point de vue d'un critère de simplicité et de compréhension de quelque chose. Bah, c'est un niveau, c'est encore une couche intermédiaire. C'est qu'en fait, on peut dire, ok, bah alors imaginons qu'il y ait deux formes de rationalité. Tu vois, ça c'est le truc qu'on a fait dans modèle anti-modèle. Hein. C'est ok, on dit donc très bien. Donc on va dire les gens sont pas rationnels. On va dire qu'il y a deux formes de rationalité. Il y a des gens qui ont une définition positive du bonheur, il y a des gens qui ont une définition négative du bonheur. Et Jung peut dire, ok, imaginons qu'il y ait 4 archétypes, 8 archétypes, 16 archétypes. Et en fait, on pourrait aller jusqu'à 6 milliards, entre guillemets. Mais du coup, c'est une façon de couper le... c'est une façon d'avoir un désir de simplicité. Et Jung, en fait, va reprocher à Freud et à Adler d'avoir généralisé leur propre cas. En comprenant pas qu'il y avait un anti-modèle à chaque fois. Et donc Freud dit... donc Jung va dire, Freud pense que la volonté de plaisir, c'est ce qui détermine ce que fait tout le monde, mais en fait Freud parle de lui-même et il ne comprend pas qu'il y a un anti-modèle de Freud. Et il va dire Adler, c'est pareil, il pense que la volonté de puissance, c'est ce qui motive tout le monde, et il ne comprend pas qu'il parle de lui, et qu'il y a aussi un anti-modèle de ça. Et je pense que, que Jung, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il y a toute dimension en gros, d'attitude humaine, on peut imaginer l'attitude complètement contraire, mais peut-être qu'on peut réduire ces attitudes à un certain nombre quand même. Et c'est ça, du coup, la tâche qu'on devrait se donner, c'est d'essayer de réduire les attitudes. Donc il y a le fameux test de personnalité de Jung avec extraversion, introversion. Tu vois, il a essayé de réduire ça. Et ça et donc ouais, t'avais un truc pas mal à dire sur ça, sur les vallées et les monts, la psychologie archétypale. Donc du coup. Donc, par les données personnelles, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là? Ouais, du coup, si on considère qu'il y a bien... Donc du coup, si on considère qu'il y a bien une psychologie philosophique qui est intéressante à faire, et que en fait, cette psychologie philosophique, elle a pour principe ou règle de la méthode l'induction et l'introspection, et le fait de comprendre des choses sur soi pour comprendre des choses sur le monde, mais que nécessairement, si elle fait ça, elle va faire une erreur entre guillemets, parce qu'en fait ce n'est pas vraiment une, mais je le dirai après, elle va faire une erreur qui est d'appliquer un principe de symétrie, c'est-à-dire de considérer que à partir de son cas, elle peut comprendre l'ensemble des personnalités, alors que comme tu l'as dit si bien, Freud quand il fait ce truc-là de l'induction et de l'introspection pour comprendre l'ensemble des cas, il comprend pas qu'il y a un anti-modèle, et c'est ce que lui reprochera Jung. Donc si on considère que c'est ça la base de la méthode de la psychologie philosophique, alors si on considère que la connaissance, si on devait en faire une métaphore et une image simple, c'est pas une pyramide qui s'édifie petit à petit et à laquelle chacun apporte une pierre, de telle manière qu'on pourrait voir l'histoire des sciences et de la connaissance comme une longue histoire du progrès humain qui s'approche toujours plus près de la vérité. Ça, c'est un truc qui a été remis en cause de 1000 manières. Juste la manière la plus récente, c'est celle de Thomas Kuhn qui dit que d'un paradigme à un autre, il y a un problème de commensurabilité. Et ça veut juste dire qu'un paradigme vient pas s'édifier sur un autre paradigme, mais vient s'édifier à côté, et qu'on pourrait même pas les comparer, tant la manière dont ils conçoivent le monde est tellement différente. Et donc ça montre si bien... la connaissance s'édifiait comme une pyramide, on pourrait prédire où elle va. En fait. Voilà, et donc on la connaîtrait déjà. Voilà, c'est ça. Et donc c'est absolument pas comme ça que ça se passe, il y a une non-cumulativité de la... Et donc en fait la connaissance ressemble beaucoup plus, si on devait faire une image, à une espèce de vallée dans laquelle il y aurait des crevasses et des monts en fait. Et lorsque quelqu'un nous dit voilà ma théorie, suivez-moi,
on va faire un paradigme et vous allez vérifier les hypothèses de la théorie. Ça ressemble à quelqu'un qui dit voilà, j'ai décidé d'arpenter ce mont-là. Est-ce que vous voulez monter avec moi? On va voir où est-ce que ça me mène. Et si j'arrive plus haut que la personne qui était là sur le mont d'à côté, alors on dira que mon hypothèse était mieux. Mais a priori, au tout début, lorsqu'on se retrouve en bas de la montagne, on suit quelqu'un sans savoir jusqu'où il va aller. Peut-être qu'en fait, il m'a monté à 1 mètre d'altitude et qu'il verra rien du haut de sa perspective. C'est pas parce qu'on voit que ça marche au début que ça va marcher tout le long. On sait pas jusqu'où ça va aller. Et tout le but est de faire un pari, en fait, de jusqu'où on va pouvoir aller pour en fait avoir la meilleure perspective sur le monde. Comme si après, le but, en fait, c'était de voir toutes les crevasses de la vallée et tous les monts, et d'avoir la carte du monde à partir de la hauteur à laquelle on se place. D'explorer tout le labyrinthe, si on voit à botte. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Cool aussi. Ouais, c'est cool aussi. Ouais. Dit tant qu'on n'a pas... Il y a des couloirs qui vont mener très loin, d'autres qui vont pas mener loin, mais on peut tous s'accorder sur l'idée qu'il faut explorer tout le labyrinthe. Voilà, ouais. Donc voilà les 2 images simples en fait pour expliquer un peu à quoi ça ressemble la connaissance. Et du coup en fait quand quelqu'un va genre induire à partir de son cas, il va se plonger en lui en fait pour regarder comment est-ce que ça se passe dans sa tête et comprendre en fait comment fonctionnent les gens, et ben il va creuser le plus loin possible sur le mont de son archétype en fait, parce que lui il représente quelqu'un en fait, un archétype. Imaginons qu'il soit l'archétype de Freud, c'est genre le mec qui a un complexe d'Oedipe et qui c'est Oedipe. Oedipe c'est un archétype. C'est Oedipe. Ouais, Oedipe c'est un archétype, voilà. Donc Freud il creuse très très loin dans l'archétype d'Oedipe, et ce qu'il nous montre en fait c'est que tous les gens qui ressemblent de près ou de loin à l'archétype d'Oedipe, et Freud c'est lui qui aura poussé le plus loin la connaissance de cet archétype là. Et donc bien qu'il y ait un problème du coup de principe de symétrie, qui est que l'anti-modèle de Freud, c'est sûr qu'on va pas lui appliquer les théories de Freud, vu qu'on va tomber à côté et on va rien comprendre. Et pour tous les gens qui ressemblent à l'archétype de Freud, on aura poussé la connaissance le plus loin où est-ce qu'on peut aller. Et c'est ça que, en faisant une erreur de méthode, on a l'impression que ça fait une erreur de méthode si on regarde comme ça un peu la manière dont ce savoir-là est formé. En réalité, ça pousse la connaissance le plus loin où ça peut la pousser. J'aime mais bien. sur un cas. J'aime bien. En fait l'erreur, ça consiste, c'est juste trop d'ambition. C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler que l'action humaine, intégralement, est insaisissable. Tout ce qu'on peut faire, c'est creuser des chemins. Hein. C'est tout ce qu'on peut faire en gros. Et tant qu'on se rappelle que c'est juste un chemin, un type, c'est une construction, et qu'il y a certaines personnes à qui ça s'appliquera beaucoup, d'autres à qui ça s'appliquera pas du tout, etc. À ce moment-là, on est vachement plus ouvert. Et c'est aussi pour ça que nous deux, on partage un truc, on est très ouvert sur tout ce qui peut nous intéresser. Donc on aime bien certains trucs de Bourdieu, on aime bien certains trucs de Freud, certains trucs de Jung, certains trucs de Gary Becker, et tout ça, c'est vrai que c'est pas forcément habituel, mais ça marche que si on n'est pas réaliste sur aucun de ces personnes. C'est-à-dire qu'on pense jamais que, ok, est-ce que tout est correct dans Freud? Ça veut dire, est-ce que Freud a décrit la réalité? La réalité, c'est est-ce que Freud a eu accès en gros au code qui fait la réalité et il a vu le code? Non, évidemment que non. C'est pas personne. Et c'est pas le cas en physique non plus. Les physiciens non plus connaissent pas le code entre guillemets qui fait la réalité. Et c'est tout leur problème. C'est tout le problème d'arriver à unifier l'échelle quantique et l'échelle classique, etc. Et donc, on est beaucoup plus ouvert si on se dit, ok, c'est quoi une bonne tentative pour essayer de saisir un gros morceau de tel pan de la connaissance. Voilà, tel pan de la connaissance. Même si, pour y arriver, les gens qui le font croient peut-être trop en ce qu'ils font. C'est-à-dire que pour être motivés, eux, ils ont besoin d'être réalistes. J'ai l'impression que c'est quand même un gros truc. Pour être motivés, eux, ils ont besoin de croire qu'ils vont savoir ce qu'est le code. Quoi. Ça, c'est super. Ça me fait, comme Einstein, un tu grand vois. truc. Ça me fait penser à un grand truc qui est que les vertus premières du réalisme sont absolument pas celles auxquelles on pense. En réalité, elles sont essentiellement motivationnelles. C'est en fait c'est de la foi, mais pure. Parce que considérer qu'on va bien parvenir à la vérité en arpentant un sentier, ça donne vachement plus envie de marcher sur ce sentier que si on se dit juste je vais une petite tentative. Que si on se dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Voilà. Ça donne vachement plus envie d'aller. C'est sûr. Je vais découvrir ce que c'est le langage du monde, c'est sûr. Je vais me rapprocher de la création de Dieu, ça donne vachement plus envie. C'est sûr, c'est ça. Et donc, comme Stephen Hawking parlait comme ça. Il disait, je regardais le visage de Dieu. Voilà. Et donc, oui, c'est sûr que, et donc c'est ça. Donc je crois que si on n'est pas trop réaliste,
À ce moment-là, on peut être vachement plus ouvert et trouver qu'il y a à prendre dans différents trucs. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à ce moment-là, il faut quand même avoir un critère pour une fois qu'on veut réfléchir à un objet donné. Là, il faut avoir une certaine écologie de l'esprit et un critère, parce que sinon, ce qui se passe, donc par exemple le critère de simplicité et puissance, parce que si on n'a pas un critère comme ça, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver dans un problème inverse, c'est qu'on va risquer de piocher en fait dans tout cet ensemble de théories, juste ce qui nous arrange par rapport à une perspective donnée. Et donc là, donc il y a un moment où quand on applique à un objet donné, à une situation donnée, à je ne sais trop quoi, là on est obligé d'avoir un critère avec une écologie très, très stricte, parce que sinon la seule autre solution, alors c'est de jamais sortir d'une école. Voilà, pour pas être biaisé en gros. Ça, Abbott l'explique bien dans Methods of Discovery. Il dit en gros, au début, la meilleure façon de ne pas être biaisé, c'est d'être d'une école. Voilà, je suis interactionniste. Et à ce moment-là, il n'y a aucun risque parce que tu es sûr que tu es enfermé dans un truc, tu ne vas pas te retrouver à piocher à droite à gauche pour arranger ton agenda. Voilà. Et si tu te mets à piocher un peu partout comme on fait nous, alors il faut que tu aies un métacritère très important pour qu'à chaque fois que tu appliques un objet, tu te dis, ok, mais je vais pouvoir piocher partout, mais je vais toujours utiliser le même critère, comme fait Socrate. À chaque fois, c'est ok, mais est-ce que tu dis des gouvernants, est-ce que tu le dirais des menuisiers? Parce que si tu le dis pas des menuisiers, pourquoi tu le dis des gouvernants? Et c'est tout, la leçon de Socrate, c'est en gros de forcer les gens à avoir une écologie comme ça, l'esprit. Donc en gros, le grand truc, c'est que si tu peux piocher de tous les côtés de manière à ce que tu peux toujours arranger un truc pour que ça colle avec ce que tu veux prouver, il faut toujours tester a priori son intérêt, à prouver ce que tu veux prouver. Ok, c'est ça le grand truc. J'ai l'impression. Ok, bah c'est cool. C'est cool, non? Ouais, vraiment. C'est très cool. La dernière chose, et je pense que ça permet de conclure sur tout ce qui est psychanalyse, psychologie philosophique, etc. Parce qu'en plus, c'est un des apports de la psychanalyse qui nous avertit contre un danger de la psychologie philosophique. Donc c'est vraiment intéressant. C'est que quand on creuse dans nos données personnelles, ce qu'on connaît sur notre propre action, ce qu'on a vu, etc., pour faire notre propre théorie de la psyché, un autre danger donc quand on fait ça, quand on pioche sur notre propre action, nos propres données, etc., un danger, c'est que, à la différence d'un chimiste ou d'un physicien, spontanément, il n'y a pas de raison qu'on ait un désir de vérité vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, du coup, les théories qu'on fait spontanément sur la psyché, il n'y a pas de raison. Donc, spontanément, les théories qu'on fait de la psyché avec les informations qu'on a, il n'y a pas de raison que spontanément on la fasse par un désir de vérité. On peut la faire pour un désir de moins souffrir, de se sentir moins moralement responsable, de bloquer un certain nombre de choses comme mécanisme de défense. Toute recherche a une dimension autothérapeutique. Et c'est cette grande partie-là. Toute recherche sur l'action humaine. Et c'est quelque chose qu'on a pu observer en s'intéressant au parcours des chercheurs. Et ça, c'est un des grands trucs, moi, qui m'a beaucoup intéressé dans ma vie, c'est de discuter avec des chercheurs et d'arriver à comprendre qu'une grande partie d'entre eux, dans leur recherche sur l'action humaine, il y a quelque chose qui a à voir avec chercher se connaître eux-mêmes et chercher quelque chose sur eux-mêmes ou justifier quelque chose sur eux-mêmes ou se défendre d'une accusation qu'ils ont reçue. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient parce que c'est une sorte de deuxième danger. En gros, le premier danger, c'est d'appliquer le principe de symétrie inconsciemment, c'est-à-dire de croire que tout le monde est comme toi, et de croire que ce que tu arrives à dire de toi, tu peux le dire de tout le monde. Et ça, la science humaine, elle est censée te protéger de faire ça. Et sans doute que beaucoup de philosophes ont fait ça par erreur. Et une deuxième erreur des philosophes, que Nietzsche reproche à beaucoup de philosophes, soit en passant, c'est en gros de philosopher leur névrose. Et d'ailleurs, Nietzsche lui-même a fait ça, donc c'est pour ça qu'il arrivait sans doute facilement à le voir chez les autres, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en gros, quelque chose dans ta vie est insupportable, tu as besoin de construire une certaine vision de l'homme pour arriver à le supporter, et de là tu en fais une théorie sur la psyché qui n'était pas motivée par un désir de vérité, mais juste par un désir d'être soulagé de ta souffrance, en gros. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Mais là encore, je crois que c'est pas quelque chose qui doit nous éloigner de l'introspection, la méditation et tous ces volets-là, en gros, de la psychologie philosophique, mais c'est quelque chose qui doit nous montrer à quel point la psychologie philosophique est allée loin pour s'être refermée sur elle-même, en gros, et avoir compris quels étaient les dangers qu'elle pouvait mener. Puisque ça, c'est grâce à la psychanalyse aussi qu'on a connu tous ces mécanismes de défense, toutes ces notions de rationalisation, etc. Gregory Bateson, il explique bien dans Univers une écologie de l'esprit, dans tous les cas, il y avait la psychanalyse, ça pouvait pas rester dans l'état dans lequel c'était. Il disait, au début, c'est trop... quand ça arrive, ça manque trop de rigueur. Il faut que ça balance plein de trucs, et il faut ensuite qu'il y ait une procédure pour épurer
pour que tu puisses pas affirmer toute chose et son contraire. Et si tu dis, ok, bah alors on ne peut, il n'y a qu'une méthode qui est acceptable, et cette méthode on va la copier sur les physiciens, donc on l'a même pas faite ad hoc, tu vois, et ben, a priori ça paraît être une bonne idée, donc c'est sûr que ça peut donner des choses, et donc ça donne des choses. Ça donne juste beaucoup moins que enfin, moi, mon impression, c'est que ça donne beaucoup moins que ce que les gens qui font ça là-dedans prétendent donner. Voilà. Ce qui est normal, genre, c'est à chaque fois une. Je pense que nous comme on n'a pas de nos billes en fait dedans, on s'en fout, on n'a aucun intérêt à ce qu'il n'y ait aucune discipline qui réussisse. Ça fait quand même partie de notre truc aussi, tu vois, on s'en fout, on est en fac de droit. Donc voilà, on n'a aucun intérêt dans qu'aucune discipline particulière réussisse. Et c'est forcé, et on sait d'avance que c'est forcé que la plupart du savoir acquis survivra pas au passage du temps. Je veux dire, c'est forcé pour les sciences humaines, ça paraît évident que la plupart du savoir acquis ne résistera pas au passage du temps. C'est pas surprenant en fait que sur beaucoup de, tu vois, beaucoup de sous-programmes de recherche en gros de la psychologie laboratoire, il y a beaucoup de trucs qui sont pas très convaincants. Quand j'avais lu, je prends un autre exemple, mais l'année dernière j'avais fait des choses sur la peur, et j'avais lu des études de psychologie laboratoire sur la peur. C'était très faible, c'est-à-dire que c'était soit, comme beaucoup de ces trucs, c'est soit des banalités, soit tu dis bah oui, évidemment, dès que ça veut être quelque chose de plus fin, c'est une induction beaucoup trop amplifiante. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas de ce qu'on trouve en éco et en sociaux. C'est pas le cas. Là, il y a vraiment des choses, je veux dire, tu lis le champ scientifique de Pierre Bourdieu, tu lis le suicide de Durkheim, il y a des fois où tu te dis waouh, t'as des moments comme ça où tu fais ouf, ah ouais, j'avais pas pensé à ça, et en effet, il y a vraiment quelque chose. Voilà, alors que dans la psychologie laboratoire, ça n'arrive pas souvent, ce sentiment. Et de toute évidence, parce que si c'était le cas, ça serait les maîtres du monde. Enfin, tu vois, je veux dire, non mais tu vois, je veux dire, faut se mettre d'accord sur le fait que, je veux dire, si on était capable de comprendre des choses aussi fines que ça, à une grande échelle, machin, à ce moment-là, ça se saurait, le monde serait très différent. Si on était capable de comprendre l'attirance, d'en faire une vraie science à ce point, les sites de rencontres ne seraient pas du tout ce qu'ils sont. Je veux dire, il faut juste réfléchir à ces choses-là. C'est tout simplement. Hein, il y a tellement d'argent en fait à se faire, à bien connaître la psychologie humaine, que c'est forcé que les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions. Mais ce qui est le cas de la plupart de la science, dans l'histoire de la science, ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est juste que les gens visent toujours plus haut que ce qu'ils arrivent à faire. Ça c'est forcé. Tout le monde fait ça. Tout le monde vise plus haut que ce qu'il arrive à faire, c'est normal. C'est pas... Tant qu'on est capable de reconnaître ses erreurs, qu'on est capable de revenir en arrière, qu'on est capable de reconnaître que l'adversaire a raison des fois, je veux dire, c'est des choses qui sont très importantes, d'accepter que toutes les théories ne sont pas définitives, que les résultats ne sont jamais définitifs. Tout ça, c'est les choses qui sont importantes à maintenir, en fait, garder un scepticisme sain sur toutes ces choses-là. Ouais. Je me disais, la dernière grande capacité, ou je sais pas, grande qualité qu'a la psychologie philosophique, c'est en fait du coup là par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait, une aptitude à classifier les théories qui sont déjà existantes en psychologie expérimentale. Donc notamment ça, c'est un travail que j'avais essayé de faire quand je m'étais intéressé à la psychologie de l'attirance, c'était de me dire déjà ce postulat que a priori, puisque les gens, à partir de micro-signaux, en faire des trucs qui sont totalement inexplicables à partir de ce dont ils sont partis, c'est que eux, ils pensent ça en fait. S'ils se plongent en eux, ils en arrivent à la même conclusion que celle que... Tu vois, c'est comme cette différence en fait entre le contexte de découverte et le contexte de justification. Moi, je pense que le contexte de découverte, c'est des gens qui se plongent en eux, qui réfléchissent et qui se disent ok, l'attirance ça doit être ça parce que c'est ça pour moi. Donc, par exemple, Montoya pense qu'on est attiré par la volonté et par la puissance, et donc on se dit bah, c'est que ce Montoya pour lui ça doit faire sens. Pour lui quand il réfléchit à qui lui il est attiré, ça doit être la volonté et la puissance. C'est des gens qui le désirent et qui ont beaucoup de capacités. Et donc les gens se plongent en eux, c'est ce contexte de découverte. Et après, il y a un contexte de justification. Et ce contexte de justification, c'est se servir des méthodes standards de la discipline pour prouver en bricolant un peu son truc qu'on va en arriver à la conclusion que nous, on a eue quand on s'est plongé en nous. Et donc la psychologie des psychologues, ce que tu avais appelé la métapsychologie de l'attirance quand tu avais fait ta conférence, là, la psychologie des psychologues, ça nous apprend des choses sur la psyché humaine du coup. En effet, si on arrive à bien classer en fait, par archétype les différentes théories qui sont faites. Parce qu'en fait, mais au même titre que la littérature. C'est que la littérature, donc comme faisaient Freud et Adler et Jung, là on prend du théâtre, de la littérature et ça nous dit quelque chose sur le dramaturge. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ça, ça peut être une grande vertu de la psychologie archétypale du coup, de classer en fait
par archétype les différentes théories qui sont faites en psychologie expérimentale pour comprendre. Il y avait une théorie en psychologie de l'attirance qui était que en fait, l'attirance fonctionnait de la sorte, les gens avaient des ressources, et puis ils avaient des besoins, et les personnes qui étaient en face d'elles avaient réciproquement des ressources et des besoins. Et il y avait à côté de tout ça des situations alternatives. Donc deux personnes se rencontrent, et en fait, pour eux, le matching point de l'attirance, c'est quand les personnes ont réciproquement les besoins. En fait, une personne a des besoins et l'autre a les ressources qui correspondent à ses besoins. Et vice-versa. Celle qui a des grands besoins a l'autre qui la rencontre, elle a les ressources dont elle dispose qui peuvent répondre à ses besoins. Et à côté de ça, il y a les situations alternatives. Les situations alternatives, en fait, sont toutes les autres personnes qui peuvent, avec leurs ressources et leurs besoins, mieux y répondre ou moins bien y répondre. Et donc, s'il n'y a aucune autre personne dans les situations alternatives qui peut mieux y répondre, alors la personne va être très intéressée par la personne qui se trouve en face d'elle et qui répond le mieux dans toute l'écologie dans laquelle la personne elle se trouve. Et donc ça, c'était une théorie qui était très rationnelle, de la manière très dont froide. fonctionne l'attirance, très froide, comme si les gens étaient des économistes et que sur leur papier, ils avaient un bilan coût-avantage et qu'ils allaient faire leurs additions. Comme si les gens étaient des robots et qui disaient, ok, alors c'est qui m'apporte le plus d'avantages. Voilà, c'est ça. Et donc cette théorie en fait est pas généralisable à l'ensemble des personnes. C'est sûr que si quelqu'un est très analytique, ça lui ressemble. C'est le genre de manière d'être attiré. Mais pour quelqu'un qui est très qui a une très intuitif, et ça aussi c'est Jung, l'opposition analytique-intuitif. Donc ça fait un beau modèle de l'attirance pour quelqu'un qui est très analytique, et pour quelqu'un qui est très intuitif, c'est pas un beau modèle de l'attirance. Ça ressemblera pas à ça de toute évidence. Pour quelqu'un qui est très intuitif, peut-être que les théories de psychologie évolutionniste sur c'est quoi les traits qui sont beaux animalement, j'en sais trop rien, c'est un truc plus plus émotionnel, plus animal, voilà. La créature humaine et le robot rationnel, moi c'est ça ma petite distinction de l'époque. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, tu aimerais plus des trucs, ok, c'est quoi qui est plus animal, instinctif, c'est quoi qui semble plus favorable à la reproduction. Donc voilà la dernière vertu de la psychologie qui peut être philosophique de clarifier les théories et non pas le langage. Ce qui est la définition de la philosophie selon Ludwig Wittgenstein, qui est la clarification logique des pensées. Voilà. Et donc, dire faire une psychologie philosophique, c'est dire il faut clarifier logiquement les pensées. Beaucoup de choses dans tout ça. Ouais, c'est bien aujourd'hui. Tu vois, ça part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de trucs. Mais on n'a pas fini de parler de ces thèmes-là, on en reviendra, mais je crois que peut-être s'il y a un truc qui est intéressant à retenir par rapport à la psychologie de laboratoire, c'est que c'est pas parce que l'expérience de laboratoire est la méthode standard pour éprouver les théories que toute contre-intuition qui s'appuie sur d'autres méthodes, d'autres genres de données, doit être jugée comme suspecte. Le dernier exemple que je peux prendre, c'est l'article qu'on a écrit avec Laura Duparc sur la souffrance du génie et Moriarty, tu vois, où on critique une étude de psychologie qui s'applique sur des méthodes standards de sondage, d'accord, et qui disent c'est pas vrai que les génies sont antisociaux, d'accord, et on critique la méthode parce que dans leur échantillon, il n'y a que 20 personnes qui ont un quotient intellectuel au-dessus de 150. D'accord ? Donc on critique leur méthode. Mais maintenant, dans l'article, notre point de départ, c'est de dire c'est très contre-intuitif ce que vous dites. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sources, comme l'étude des biographies des génies, comme tout un tas de réflexions dans l'art, dans l'archétype, etc., qui disent le contraire, qui disent que les gens qui sont très 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 intelligents, souvent ils en souffrent et souvent ils sont antisociaux et asociaux, etc. Et donc dans d'autres données, en gros, de l'expérience, on voit des choses qui font que ça paraît quand même assez choquant, votre résultat. Et ensuite, on va creuser, et en effet, et c'est dans l'exécution qu'on va trouver qu'il y a un problème. Il y a un problème d'échantillonnage. On dit dans son étude, il y a un problème d'échantillonnage. C'est ça qu'on va critiquer. On ne va pas critiquer sur un fondement philosophique, entre guillemets. Mais c'est l'accès à une pluralité de sources. Et ça, c'est une spécificité, en fait, des sciences humaines. C'est que, ayant toute notre vie observé des choses, et à la fois vu du théâtre, et donc là, on parlait de Sherlock Holmes, c'est du personnage de Moriarty, tu vois, qui est ce personnage du génie antisocial, et plutôt que de se moquer de la littérature, comme vont le faire des gens dans la psycho-académique, on va s'appuyer sur la littérature comme l'aurait fait un psychanalyste, en disant mais non mais attendez, pourquoi est-ce qu'il nous parle de ce personnage de Moriarty ? C'est que ça nous paraît logique en fait, que quelqu'un de très intelligent devienne méchant. Ça peut paraître logique en fait. Parce que ce qui compte en fait, c'est pas d'avoir foi dans les méthodes, parce que rien que l'histoire des sciences apprend que les méthodes sont tellement contingentes et que finalement les critères de vérité et de normativité qui sont internes à chaque science
dans des contextes historiques différents, ils évoluent tellement que la méthode il reste plus rien de ce genre de méthode, les inférences statistiques au fur et à mesure. Ouais. Et d'un contexte spatio-temporel à un autre, on considère plus que ces méthodes-là qui permettent de parvenir à la vérité telle qu'elle est. En fait, ce qui compte, c'est les données davantage que la méthode dans ce genre de discipline-là. Et ne serait-ce que là, dans l'exemple que tu m'as donné, c'était vachement un problème d'objet en fait. C'est que vous n'étiez pas d'accord sur l'objet. Si c'est en dessous de 150, c'est pas des génies. Et si dans votre échantillon il y en a que 20 et tout le reste c'est des mecs en dessous, alors on parle pas de la même chose, vous parlez pas de génie. C'est juste ça. Et tout comme les compagnons de travail ne parlent pas d'attirance, c'est tout. C'est pas un problème. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre des cas de la littérature où on est sûr qu'en effet c'était des grands génies, parce que c'est des données qui cadrent beaucoup mieux avec la prétention que la théorie. C'est le mieux qu'on ait. C'est juste beaucoup mieux. Et si en effet vous aviez un sondage sur des milliers de génies, très bien, mais en attendant, le mieux qu'on ait, c'est la littérature, des biographies, des réflexions théoriques, de l'induction, de la spéculation. En attendant, c'est le mieux qu'on ait. Donc la psychologie philosophique, c'est aussi dire, je peux m'appuyer sur une quantité de méthodes qui ne sont pas la méthode standard éprouvée, parce qu'il y a beaucoup de fois la méthode standard